Salut les gars, c'est Jean-Patrick Giacomo de chez Human Kinematic. Aujourd'hui, on va lancer la première vidéo sur la thématique des ischios. Et j'ai le plaisir d'avoir Julien Baudot avec nous qui va pouvoir nous partager son expérience sur ce qu'il a mis en place l'an dernier dans le cadre de ses études avec le club de Montpellier, MHR Rugby. Donc comme prévu, on va parler d'ischio et sans plus tarder, je vais donner la main pour qu'on puisse profiter de Julien Baudot tout de suite. Donc salut Julien. Salut. Merci d'être présent sur cette vidéo et d'avoir répondu et d'avoir pris du temps voilà, pour participer à tout ça. Donc ça c'est la première chose, je te remercie. Avec Ce plaisir. ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'expérience ce que tu as aujourd'hui sur cette thématique ischio et sur le travail que tu as mis en place l'an dernier. Donc je te laisse te présenter, si tu peux nous dire un petit peu ton profil avant que Ouais, tu puisses voilà, nous présenter ton travail. oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Julien Baudot. Actuellement, je suis en poste à la section paloise au sein du staff professionnel et je suis détaché plus particulièrement sur le centre de formation. Auparavant, au cours de mon stage de Master 2, j'ai été à Montpellier Hero Rugby, pareil au centre de formation. À plein temps sur toute une année, une saison sportive. Et donc, quand il a fallu réaliser mon mémoire en partenariat avec l'Université de Montpellier, notamment mon tuteur de stage qui était Renaud Chevalier et Benjamin Delmoral, donc le directeur de la performance du MHR, je me suis vite tourné vers l'AMTech et les possibilités qui étaient réalisables avec cet outil. Et donc, j'ai décidé de créer un Alors, protocole ouais. dessus. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc juste j'apporte deux, trois précisions sur l'AMTech. En fait, donc c'est une technologie mise en place par la société Human Kinematic. Et effectivement, cette technologie est présente au MHR. Et c'est là où on s'est rencontrés justement. Un Exactement. jour où j'étais là avec Benjamin, entre autres. Et on s'était rencontrés et puis on avait justement échangé sur cette possibilité pour ton travail de mémoire Mm. de mettre en place voilà, une manip intéressante. Et du coup, bah, tu avais dit, OK, ça m'intéresse et on va faire ça. Et justement, aujourd'hui, on va découvrir tout ce que tu as pu mettre en place. Ouais, exactement. Donc, voilà, Ouais, je t'ai coupé, je pas suis de désolé, souci. je te laisse poursuivre. Non, non, non. Mais donc, du coup, voilà, dans le cadre de ces échanges en fait collaboratifs entre le pôle universitaire, mon projet de mémoire et le projet du club, ainsi que du coup, quand on a pu échanger, les choses qu'on pouvait mettre en place aussi pour pouvoir partager et tenter des choses dans le cadre de l'évolution et aussi pour Human Kinematic. Donc, du coup, en fait, ça tombait bien et on a trouvé tous ensemble. Le meilleur protocole qui était à mettre en place et qui pouvait servir en fait tous ces pôles. C'est tout l'intérêt de ce travail que j'ai mené sur l'année Ouais, dernière en Master 2. OK. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as rebondi en termes de professionnel? Parce que c'est vrai que les étudiants en M2, le passage des études au monde professionnel, il est assez difficile. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, comment ben justement, comment tu as rebondi et pour toi, voilà, comment ça s'est passé? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi, je suis issu du rugby, donc plutôt au monde amateur quand même, hein, un joueur très modeste, mais du coup, la boucle était bouclée. Quand j'ai fait ma licence, je suis toujours resté proche. J'ai fait ma licence à Bordeaux, spécialité rugby, pareil, resté très proche du rugby à 15, du rugby à 7. J'ai été en stage avec le pôle France Judo. J'ai vu aussi d'autres expériences dans d'autres sports. Quand je suis arrivé à Montpellier pour mon master 1, j'étais dans le basket pro féminin. Donc en fait, je me suis servi de toutes ces expériences et le fait de retourner en M2 à Montpellier dans un club de rugby pro comme d'un tremplin. Et en fait, toutes ces expériences se sont liées et ont consolidé
cette base de prépa et de connaissances rugby qui était la mienne. Par le biais aussi du coup, de ce mémoire et de cette réalisation sur l'AMTech, et ben, du coup, ça permet aussi d'intéresser d'autres structures sportives, d'autres clubs, et donc, du coup, de venir transférer ses compétences sur le terrain. Et ça a intéressé la section, et donc, du coup, c'est comme ça que ça se fait, et que ça se fait souvent pour tous les jeunes étudiants. Voilà, c'est la suite logique des choses quand ça se passe bien. Ok. Donc aujourd'hui, à Pau, la thématique ischio, tu en es où? Ça se passe comment, là, par exemple? Alors, à Pau, pour le moment, on ne possède pas l'outil Amtech. À terme, j'espère qu'on y arrivera pour continuer à travailler dessus et aussi pour mettre en place toutes les choses que, bah, notamment, j'ai pu découvrir via le protocole que j'ai mis en place l'année passée. Et nous, on continue, donc on travaille toujours avec le 1080, toujours ces données aussi d'accélération, cette notion de vitesse max, pas seulement l'ischio seulement d'un point de vue prévention des blessures, mais aussi son transfert vers la performance sur le terrain. Donc, on continue à travailler aussi dans ce sens-là. Et c'est une thématique très, très prégnante aujourd'hui. Hein. Ça fait vraiment partie Ok. des pôles principaux de la performance. Alors juste pour info, je crois que j'ai eu l'info il y a 2 jours. Euh, on est en train de se rapprocher, enfin en fait, vous êtes en train de vous rapprocher euh, pour essayer justement la techno. Ouais, Il doit y avoir quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement pour que vous l'ayez à Pau pour une période, voilà, pour top. lancer un petit peu le travail et voir si à terme ça peut s'intégrer sur votre section. Parfait, top. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense que si tu veux, on peut lancer Ouais, la présentation de tes travaux. bien sûr. Hop, juste tout fonctionne bien. Euh, T'as mon écran en visu? Là, oui. Ok, Là, oui, ça devrait je, je, s'ouvrir. je vois ce que tu fais. Ça s'ouvre vraiment parce que ça a quitté. Alors, Ah là, c'est bon. Là, normalement, tu vas alors, pouvoir voir. Hop, là, je fais juste la manip et on est ok. tout bon. Tac. Et là, normalement, c'est bon. On est tout bon, ouais. Parfait. Donc, ça, c'est la thématique que j'ai proposée l'année dernière. Donc, c'est issu en fait du diaporama que j'avais préparé lors de ma soutenance. Mais c'est histoire de refaire un point rapide et explicatif, compréhensible un peu par tout le Ouais, ouais, monde sur la question. bien sûr. Donc, voilà, ma thématique principale, c'était l'amélioration du profil force-vitesse horizontale et la prévention des blessures musculaires aux ischios qui sont liées à la course et l'overstretch. Donc, quel était l'intérêt de la technologie Amtech chez le jeune rugbyman professionnel? Donc rapidement, j'avais fait un petit tour d'horizon sur qu'est-ce qu'étaient les dominantes du rugby, donc que plus de 56% du temps de jeu était spécifié par des actions différentes selon les postes, qu'allait donc de la station debout marché, jogging, course multidirectionnelle, accélération, changement de direction, les sprints, les sauts, la lutte, le combat, et tout ça c'était pour montrer que donc les compétences d'agilité, de coordination, de force maximale, de puissance et d'explosivité était prédominante dans le versant performance des actions au rugby. Et que d'un point de vue plutôt prévention, pour se rapprocher plutôt de ce qui était lié aux sources de lésions ischio-jambiers, en fait, elle dépendait donc des postes, de la fatigue, des antécédents de blessures, donc notamment s'il y avait des risques de récidive, des qualités de la réathlétisation et du retour au jeu, mais surtout ce qui était montré dans la littérature scientifique à l'heure actuelle concernant le rugby, c'était surtout lié à des équipes de force maximale et de ratio quadri-ischio, et principalement les actions de course à pied. Et donc, c'est surtout là-dessus que moi, je me suis intéressé au cours de mon mémoire. Et donc, on savait que dans 93% du temps, des nouvelles blessures, c'était de nouvelles blessures qui avaient lieu au ischio-jambier, que 90% étaient sans contact, de gravité modérée dans la plupart des cas, et dans surtout la grande majorité des cas, c'était lié à une action de course. Et notamment sur des courses à haute vitesse, donc proche du sprint. C'était aussi là, une source de la plus grande indisponibilité, donc plus de 36 jours
pour l'overstretch chez les trois quarts notamment, et qu'on avait une chance sur deux de récidive sous un mois. Donc, tout ça, ça nous a interrogés, et moi je me suis dit, voilà, la littérature scientifique indique qu'il faut avoir une capacité importante pour développer un niveau de force. C'est les travaux qu'avaient montré Jean-Benoît Morin et Sam Osino, et donc que c'était corrélé forcément à la production de F0, V0, Vmax et Pmax, donc d'un point de vue purement performance, que l'existence d'une relation étroite entre donc, la force des ischios et la capacité à produire cette F0 au sol était aussi un lien important et un prédicteur de l'augmentation des performances en accélération en sprint, que le travail excentrique des ischios permettait d'augmenter la force musculaire des ischios, son épaisseur, de réduire les déficits unilatéraux, et que le couple de contraction isométrique volontaire et la force maximale isométrique de première phase, celle d'entre 0 et 100 millisecondes, était aussi corrélée donc, avec la capacité d'accélération et la diminution des risques de blessure à vitesse. Ça, c'était un peu ce qu'on savait à l'heure actuelle dans la science. Mais l'intérêt de notre protocole, c'était de savoir les relations qu'il y avait entre les composantes de force maximale des ischios, tant sur le versant excentrique que isométrique, et donc le lien et l'influence que ça pouvait avoir sur le profil force-vitesse, la vitesse linéaire, et aussi du coup ce versant plus communément traité de la prévention des blessures. Et donc, quel était l'intérêt de cette modalité d'entraînement qui agirait sur ces différents paramètres? Donc le Nordic Hamstring, sauf que, à nouveau, c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé avec l'Amtech, c'est qu'il répond à tout ce que ne répond pas, entre guillemets, le Nordic Hamstring conventionnel, qui n'est pas forcément la solution la plus optimale quand on parle de blessure ou de performance qui est liée à la course. Et donc, pareil, d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on peut se poser logiquement la question, est-ce que le Nordic conventionnel, c'est une solution optimale? Donc, celui classique, hein, qui part de 90 degrés pour arriver à 0. Donc, celui-là, il participe à une réduction de moitié des blessures des ischios jambiers, mais il n'est pas forcément approprié, donc selon ses variantes, à l'action de course. Il est monoarticulaire bipodal, il a un profil de force linéaire, alors qu'on sait, il y a des études qui ont montré qu'il y avait plutôt un profil non linéaire lors d'une action de course au niveau de la contraction ischio-jambier. On a un point de rupture qui n'est pas contrôlé, notamment en raison de l'augmentation du moment gravitationnel. Et donc, du coup, on ne travaille pas sur une totalité de la range du mouvement. Ce n'était pas toujours standardisable. Le feedback en direct n'était pas possible et on pouvait difficilement créer une incrémentation progressive. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt d'utiliser donc, la solution de Human Kinematic qui était l'Amtech dans le cadre de ce protocole et voir la différence en fait entre ce NHE conventionnel et ce NHE sur Amtech. Donc bon, je fais un léger rappel sur les intérêts de l'Amtech sur lesquels on a pu travailler, même si je sais très bien que tu pourras plus facilement en parler que moi, mais voilà, c'est pour faire un rappel pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Vas-y, Donc bien du sûr. coup, c'est un outil exploratoire qui est basé sur un exosquelette, qui est statistiquement discriminant. Donc c'est super intéressant de pouvoir travailler là-dedans pour pouvoir montrer des choses dans le cadre d'études. Donc ce qui n'est pas le cas donc, avec un nordique classique. Il est dédié complètement donc, au testing et à l'entraînement des ischios, équipé d'un capteur de force pour chaque pied, d'un potentiomètre pour l'articulation du genou. On peut aussi faire donc, de l'excentrique, mais aussi de l'isométrique volontaire. Il est assisté par piston réglable. On peut mettre, et c'est là pour moi un intérêt majeur, c'est cette multi-angulation qui permet de se spécifier en fonction de la flexion de hanche sur plutôt un profil accélération qui peut correspondre du coup, on peut penser au 8 de devant, ou alors un profil plus sur la vitesse maximale qui va correspondre plutôt à des profils de 3 quarts, mais on peut réindividualiser à l'intérieur même en fonction des profils sur les postes. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Ouais. Ainsi que du coup, le truc qui est top, c'est tant pour le coach que pour le joueur, c'est ce rétro-feedback en direct qui permet en permanence en fait, de monitorer l'effort et de savoir si on est dans le vrai ou pas, ce qu'on ne pourrait pas faire classiquement. On peut aussi donc bosser sur toute la range du mouvement, puisqu'on n'a plus cette problématique de moment gravitationnel qui nous fait chuter, puisque là, du coup, avec l'assistance
et les pistons, et ben, du coup, on peut vraiment aller jusqu'au bout. Pareil, il y a le rétro-feedback et la jauge, et ben, le joueur sait exactement où il en est. Et donc, il peut aller chercher ces petits degrés qu'il n'irait pas nécessairement chercher sur un ordi classique, parce que là, il a une visu sur ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment très important. On peut aussi très bien quantifier donc, cette surcharge progressive. Il est beaucoup plus spécifique au terrain. Et surtout, il nous permet de profiler chaque athlète, chaque individu et d'individualiser, tant donc du coup d'un point de vue prévention, donc dans la réduction des déséquilibres unilatéraux, dans la prévention des blessures et en augmentant les niveaux de force, etc., mais aussi donc d'un point de vue performance. Et c'est là où, pour moi, c'est un vrai game changer par rapport à peut-être des méthodes plus conventionnelles où on traitait que de l'aspect prévention. C'est que là, on peut transférer nos gains réellement sur de la course. En tout cas, c'est ce que au début, l'étude tentait de voir si c'était possible. Donc voilà. Et donc au total, est-ce que les effets donc, de ce nordique hamstring optimisé avec Amtech avaient un lien sur le profil force-vitesse, sur les sprints courts? Donc qu'est-ce qui se passait sur un 30 mètres, à l'intérieur de ce 30 mètres, et donc du coup sur la prévention des blessures? Alors, Tout. Ouais, vas-y, pardon. juste voilà, pour ajouter l'intérêt du travail que tu as mis en place, c'est qu'effectivement aujourd'hui quand on parle d'ischio, on fait un raccourci assez vite sur la prévention de blessures et on le fait à mon goût trop vite aussi. Et c'est bien là justement de rappeler, de mettre au centre de ce travail le côté performance, Ouais, euh, complètement. parce que je trouve que il a toute sa place. Et pour moi, le travail des ischios, c'est 50% de performance, 50% de prévention, et ce n'est pas que de la prévention. Donc c'est vraiment un outil voilà, qui peut taper dans ces deux thématiques, et c'est bien de faire un focus là sur la performance. Ouais, complètement. Et puis aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est aussi, ça répond aux besoins du terrain. On a bien sûr, on a des besoins de Exactement, prévention, mais surtout, on a besoin de performance. exactement. Donc la problématique et les hypothèses qui ont été mises en place, donc quels sont les effets de l'entraînement de la force excentrique sur la MTech, donc vis-à-vis des performances sprint, de la prévention du risque de blessure, comme on l'a vu, et surtout sur des athlètes qui pratiquent le rythme à un niveau élite et professionnel, puisqu'on n'a pas parlé donc des sujets qui ont été touchés par cette expérimentation. Donc c'est des joueurs exclusivement du centre de formation ainsi que des joueurs de l'effectif professionnel rattachés au centre de formation mais qui s'entraînent qu'avec les pros. Et donc du coup, c'était tout l'intérêt d'avoir avec un public spécifique et vraiment dédié qui joue tous les week-ends. Qu'est-ce qui se passe réellement sur ces profils-là? Et donc du coup, c'est aussi ce qui est le Ouais, plus transférable à mon sens dans la suite par ouais, rapport aux résultats qu'on aurait obtenus, quoi. ouais. Juste Ouais, pour préciser là-dessus, c'est vrai que c'était une approche qu'on avait voulu, oui. et c'était de dire on veut coller à la réalité de ce qui se passe. On ne veut pas faire quelque chose qui n'existe pas au sein du club. Donc on partait vraiment de ce que de ce que vous faisiez hein, avec les Mm. joueurs pour justement, bah, par exemple, on avait parlé avec Benjamin Delmoral Ouais. de ce qu'il mettait en place sur sa semaine, comment il découpait les séances, etc. Et on se disait, bah, tiens, si ça peut nous servir ce travail aussi en parallèle à répondre à des questions, à confirmer ou pas ce que nous, ce qui est mis en place. Mm. Et donc voilà, c'est intéressant de préciser qu'effectivement, c'est pas une étude avec des étudiants STAPS Non, du tout. voilà. Donc là, on est vraiment C'est sur. c'est exactement ça, et ça rejoint en fait ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'intérêt que ça avait pour les différents pôles. C'est que nous aussi, et notamment pour Benjamin et tout le staff PP, ça permettait d'affirmer ou non ce qu'on mettait déjà en place et savoir si on allait dans la Ouais. bonne direction ou pas. Et donc c'était, on le verra plus tard juste après sur le protocole même, mais sur ce qui Mhm. a été choisi, notamment sur le 3x3, c'était quelque chose qu'on mettait déjà en place, donc on voulait le valider. Ça rentrait Ouais, dans ce cadre-là. Donc, ça voilà. fait. Donc les problématiques, on les a vues, hein, elles coulent de source. Donc c'était surtout sur la comparaison entre le nordique sur Amtech et le nordique classique que réalisait le groupe Control. Donc sur les améliorations de tous les paramètres du profil force-vitesse, des sprints, les composantes de force max et explosif, tant sur le versant ISO que sur le versant excentrique, tout en Tu peux, unilatéral. Oui.
Tu peux nous dire combien tu avais à peu près de sujets dans chaque groupe? Ouais, au total, au début de l'étude, il y avait 27 sujets, dont 14 dans le groupe Amtech et 13 dans le groupe contrôle. Voilà. Et c'était mixé, bien sûr, pour avoir des populations qui étaient équivalentes dans les deux groupes. Donc, Termes de voilà, taille, poste, par exemple? ouais, poste, taille, poids, âge. Ok. Voilà, pour avoir vraiment le meilleur, les meilleurs résultats possibles, du moins dans le sens de leur explication. Ça ne servait à rien de mettre tous les meilleurs joueurs ou tous les mecs les plus Bien sûr. lourds et fort risqueux dans le groupe Amtech ou Hmm. inversement, ça aurait pas eu d'intérêt en fait à terme. Donc voilà, et donc les problématiques et les hypothèses, on passe rapidement parce que ça va sur la suite de ce qu'on avait dit. Ok. Donc surtout là, on va s'intéresser un peu plus sur le protocole expérimental. Donc les 20 sujets, c'est ceux qui ont, entre guillemets, survécu, puisque forcément, c'est aussi le désavantage de réaliser un protocole en saison et en conditions réelles, c'est que ben, on s'expose au risque notamment de blessures liées au jeu, puisque ben, comme on le sait tous, le rugby est assez traumatique, et donc du coup, on s'expose au fait que certains mecs n'aient pas pu faire toutes les séances ou étaient temporairement indisponible. Et donc, à nouveau, pour vraiment faire une étude carrée et dans la meilleure chose possible, et bien, du coup, ces sujets ont été exclus. Et à la fin, on se retrouvait avec un groupe Amtech et un groupe contrôle à 20 sujets. Donc, Ok. au total, ça dure sur le protocole expérimental 11 semaines. Il y a 6 semaines réelles d'intervention avec 3 sessions par semaine qui ont lieu donc à J+3 le mardi, à J-4 mercredi et J-3 le jeudi afin d'assurer avoir un maximum de fraîcheur et de rester en fait sur le pôle des jours où on travaille naturellement en saison aussi. Donc toujours dans cette logique de concorder le plus possible avec la réalité. Donc, en S0, c'était la familiarisation. Donc, familiarisation, test, on a fait le test ISO 2 secondes, qui est préconisé donc, par Human Kinematic. Et ensuite, on a choisi, nous, donc, le Late Swing 25, donc, qui correspond donc, au Nordic Hamstring avec 30 degrés de flexion. Hmm. Alors juste, Ouais, j'en profite pour préciser ce test isométrique et excentrique, pourquoi ils sont là et d'où ils viennent en fait. En fait, on a cherché à voir si on pouvait, pour les besoins du terrain, simplifier et rendre plus rapide la passation des tests. Parce qu'en laboratoire, c'est vrai on est dans des conditions particulières et souvent on peut partir dans des protocoles qui sont dits peut-être la perfection, les talons d'or, mais qui finalement ne sont pas transférables au terrain. Donc du coup, ce test isométrique, on avait comparé en gros 1 seconde à 3 secondes sur un effort en montée de force comme ça explosive, et on voulait voir en fait si euh, il y avait un intérêt à faire du 3 secondes versus 1 seconde. Et donc du coup, on en était arrivé à dire que on avait aussi bien mesuré les pics de force à 3 secondes qu'à 1 seconde, quasiment. C'est pour ça qu'après on s'est tablé sur 2 secondes, c'était pour nous l'idéal. Euh, et on s'était dit, bon ben voilà, déjà on a validé une chose intéressante, on fait du 2 secondes, ça sera toujours mieux que du 3. Et puis ça passe mieux aussi dans l'acceptation sur le terrain des joueurs. Donc ça c'est la première chose. Donc ça a été validé. Alors là c'est pas sorti du chapeau. Et pareil, ce qui est intéressant sur ce test ISO, c'est que souvent les variables à 100 millisecondes en labo, pour les valider, ils font souvent entre 3 et 5 essais pour que ce soit repro. Et nous, là, pareil, on a cherché à voir si on pouvait réduire ce nombre d'essais, parce que ça nous paraissait pas faisable sur le terrain. Et on s'est dit, est-ce qu'en 2 essais, on pourrait avoir notre variable explosive à 100 millisecondes reproductible. Et il s'est avéré qu'on a réussi à valider ça. Donc il y a un papier, hein, si ça intéresse, on pourra le mettre en commentaire dans la description. Et bah alors pour le deuxième test, là c'est pareil, on a cherché à faire quelque chose de terrain. Donc là c'est un 1RM excentrique. C'est la même approche qu'on pourrait faire sur un RM en développé couché ou autre. Donc là c'est quelque chose de nouveau parce que c'est vrai que
Aujourd'hui, les tests excentriques terrain, c'est, on va dire, ce qui se fait couramment, c'est soit sur l'isocinétique ou soit sur les ergomètres au poids de corps. Euh, et il n'y a pas de recherche du maximal, c'est juste un poids donné et en fait, on va mesurer au cours de l'amplitude du mouvement un pic de force. Entre autres, là, si on fait un zoom sur les ergomètres au poids de corps, et ça peut être un problème. Donc faire une mesure d'un pic de force au cours d'une descente, et en plus on ne sait pas où il se situe. Donc pour certains athlètes, peut-être que le pic de force va se situer à la moitié de la descente. Pour certains, peut-être que le pic de force sera en bas. Du coup, on va avoir des variables qui seront non comparables intra-groupe, par exemple. Donc ça, c'est une limite. Et puis surtout, d'une fois sur l'autre, on ne comparera pas la force à la même longueur musculaire. Donc ce test, l'idée c'était de dire on va faire un 1RM excentrique. Et au lieu de prendre un pic de force au cours de la descente, ce qu'on veut, c'est qu'on va normer la mesure de force pour une longueur musculaire. Et du coup, on fait une photo de la force en bas, juste avant l'arrêt de l'exercice. Et en gros, c'est 30 degrés de genou. Et ces 30 degrés de genou viennent de la littérature, hein. Donc pendant la phase de lead swing, euh, voilà, juste avant la pose du pied au sol, on sait que on a un genou qui est à peu près de 30 degrés. Et on sait que les tensions et les contraintes excentriques des ischios sont très importantes sur sur ce moment-là. Donc du coup, voilà, on a optimisé ces deux tests, ISO et excentrique, pour les besoins du terrain et pour avoir des variables qui seront, on pourra en parler après, Ouais. enfin, qui se veulent plus discriminantes en tout cas. Ok, je te laisse poursuivre le protocole. Ouais, pas de souci. Donc voilà, c'est pour la familiarisation. Donc sur ces deux tests que tu viens de détailler, bon, il n'y en avait pas eu sur le profil du test que c'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement. Ensuite, 2 semaines de pré-test, volontairement c'est découpé en deux parties. Donc une première semaine pour les tests Amtech, donc ISO un jour, puis 48 heures plus tard le test donc excentrique. Bien sûr, volonté de faire l'un puis l'autre et pas inversé pour éviter d'avoir un impact de l'un sur l'autre, puisque l'excentrique a tendance à générer quand même plus de fatigue sur le muscle que l'iso. Et ensuite, la semaine d'après, qui c'était des semaines sans match, bien sûr, et la semaine d'après, un profil force-vitesse, horizontal, de deux courses de 30 mètres. La semaine suivante, pareil, pour pas avoir d'effet lié à la fatigue. Tu peux nous dire comment a été vécu ces sessions-là avec tes Alors, joueurs là? les pré-tests, la familiarisation et les pré-tests ont été, bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que pour un public qui n'est pas forcément habitué au début, c'est toujours spécial, Ouais, puisque ben, c'est quand même une position et une tension qui est pas, auquel les joueurs ne sont pas habitués à un tel niveau, en fait. ok, Puisque on a avec le recul maintenant, limite, on a tendance à sous-estimer quelles sont les réelles tensions mécaniques liées à un effort excentrique comme un nordique sur 100% de la ouais, range du mouvement. Donc, ok, euh, donc il y avait un petit temps d'adaptation, notamment au niveau de l'insertion des ischios sur la phase distale, où il ressentait vraiment des tensions et des courbatures. bien sûr, ok. Mais donc on est d'accord. Ça c'était juste pour te faire un peu parler sur le ressenti joueur. Effectivement, test ISO, normalement tu passes facile Oui, là-dessus. ça c'est sans problème. Voilà. Et c'est pour ça qu'on le place souvent en début de reprise de préparation de saison. Et voilà, c'est quelque chose qui passe très très bien. Et après, effectivement, le test excentrique, qui a des contraintes quand même supérieures, on le place derrière. Une fois qu'on a validé que le joueur est vraiment en forme, qu'il a repris et que voilà, il est en jambes, Ouais. effectivement, on peut se projeter dessus. Ok, Mais oui, voilà, complètement. En plus, dans la recherche d'un 1RM, donc du coup, on recherche quand même sur des joueurs donc, du coup, là, qui n'avaient pas forcément de notion
de charge maximale sur cet exercice précis, sur ce test-là. C'est une contrainte encore plus exigeante et donc ça a tendance au bien sûr, début à vraiment générer, comme n'importe quel exercice qu'on réintroduit, bien sûr. à charge max, des courbatures assez importantes. Donc pareil, il faut bien calculer après. D'où l'intérêt d'avoir mis ce proof of force vitesse la semaine d'après à J+7, histoire d'avoir récupéré au Ouais. maximum. Et Alors, c'est oui, juste pour finir sur comment dire, l'intérêt d'avoir mis 2 tests, parce qu'il y en a qui ouais, peuvent peut-être oui, bien s'interroger, sûr. dire, tiens, pourquoi ils ont testé, et ils s'embêtent à la limite. En fait, on s'est pas embêté, dans le sens où c'est hyper intéressant. C'est tout le but aussi de cette recherche, c'est de voir l'impact de cet entraînement qui a été mis en place sur telle et telle variable, Absolument. au même titre que le profil force-vitesse, où il y a plusieurs variables intéressantes lorsqu'on passe ce protocole. Là, l'idée, c'est aussi d'avoir un profil neuromusculaire et de voir comment ça peut évoluer et quelle variable est impactée plus ou moins pour individualiser l'entraînement. Hmm. Yes. Ensuite, donc, partie d'intervention, 6 semaines. On était parti donc sur 6 semaines, puisque dans la littérature, c'est ce qui est entre guillemets, le minimum et aussi le plus optimal pour pouvoir voir des résultats qui sont quand même cohérents et voir une amplitude de résultats surtout qui puisse être reproductible. Donc, 2 groupes, comme on a vu précédemment. Donc, ils ne faisaient pas le même protocole, mais l'idée, c'était d'avoir quand même le même volume d'une semaine sur l'autre d'un point de vue comparatif. Et surtout, voilà, que le groupe contrôle ne fasse pas rien. Puisque, à nouveau, on est dans une étude terrain, entre guillemets, où la Ouais, volonté, elle est de continuer à faire de la performance. Et donc, c'était pas envisageable de faire un groupe contrôle qui faisait rien bien du sûr, tout. Et donc, du coup, on a préféré faire quelque chose qui, quand même, scientifiquement assez bien fourni sûr, à l'heure actuelle sur du NHE, enfin, du Nordic Hamstring tout à fait. conventionnel. Et ça nous permettait même de faire un point de comparaison entre les deux. Ouais, Donc, le protocole, c'est un protocole 3x3 que en excentrique sur le Late Swing 25, avec donc une surcharge progressive de semaine en semaine. 3x3, pourquoi? Ben, parce que, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, c'était quelque chose qui était déjà fait au sein du club. C'était un protocole qui avait été mis en place et on voulait du coup le valider en fait scientifiquement. Et donc, on a décidé de reprendre exactement ce qu'on faisait. tu peux nous dire le pourcentage Euh, qui a été utilisé? Sur les charges, ben, on l'a juste après. Donc, du coup, sur le pourcentage de charge, il a été progressif. L'idée, bien sûr, ben, à nouveau, notamment, c'est ce qu'on s'est rendu compte tant sur la familiarisation que sur les pré-tests, c'est comme on l'a dit, c'est quand même quelque chose qui a tendance à Bien être sûr, assez costaud pour des personnes qui ne sont pas habituées. Mais c'est pas plus costaud que n'importe quel autre exercice. Je veux dire, quand on a mm, avancé sur les semaines, dès la semaine 5, semaine 6, j'avais plus du tout ces phénomènes-là. Et donc, du coup, on bien a pu sûr, se rapprocher de pourcentage. Ben, c'est ce qu'on voit là, en fait, hein, sur la frise. On a commencé du 3x3, on est parti. Donc, la volonté, c'était de faire une série et d'incrémenter à chaque série si tout se passait bien. Donc, dans les objectifs. Donc, on est parti 65% pour arriver ok, jusqu'à du 90% sur les 2 dernières semaines. Donc, ok. il faut juste une Donc, progressivité, mais l'idée, voilà. le fil rouge, j'imagine que c'est ce on avait discuté, hein, c'était de la force max. On était Absolument. sur la thématique force max et que voilà, quand il avait fait ces 3 répétitions, il était difficile d'en faire Ah oui, plus. absolument. Ok, bah alors c'est bien, cette progression en plus elle est bien parce qu'elle colle avec la littérature. Ouais. Ils ont testé justement si c'était intéressant de varier les charges au cours de l'entraînement, ou si c'était plutôt intéressant de garder une charge forte et constante. Oui. Et il s'avère que les résultats ont été meilleurs avec une progression, enfin en tout cas des charges qui variaient. On n'est pas forcément obligé de faire quelque chose qui monte. On peut imaginer faire des choses qui sont un peu chaotiques. Ouais. Donc, ouais, garder l'idée, effectivement, de varier les charges. Et en plus, même à nouveau, c'est toujours dans la logique terrain, en fait. Sachant que là, c'est du 3x3 et que c'est de l'unilatéral, hein, donc c'est sur une jambe. C'est vrai que peut-être qu'on l'a pas assez précisé, Ouais, puisque l'AMTEC ouais, ne se fait que sur une jambe. ouais. Et c'est tout son intérêt. Mais Mm, sur du 3x3, alors autant sur les premières semaines, 65, 70, 75, on se dit, bon,
ça, c'est des charges qui sont acceptables et qui vont facilement, entre guillemets, l'échauffement va être relativement rapide et on va pouvoir rapidement atteindre ces niveaux-là. Autant sur du 90%, c'est plus compliqué. Bien Donc, sûr. avoir des charges qui s'incrémentent de semaine en semaine ou de série en série, ça permet aussi, entre guillemets, de commencer à travailler tout en préparant la série d'après Bien une sûr. performance supérieure. Et donc, on a un gain de temps sur le terrain et aussi dans nos séances. Et donc, on peut faire passer plus de joueurs et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Ok. c'était aussi la volonté. Là, juste pour nous illustrer le contexte, donc pendant ces semaines de training là, Oui, euh, donc il réalisait le 3x3 à ouais. quel moment de ta séance, par exemple? Alors, la Tu le volonté, plaçais. il y avait elle était toujours donc sur des séances de muscu, puisque bah, l'Amtech est présent donc, dans la salle de musculation directement du club. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, quand on avait, ça tombait souvent le mercredi du coup, et Mhm. quand on tombait, on avait un bloc haut du corps et un bloc bas du corps. Quoi qu'il arrivait ce jour-là, on s'était organisé de cette manière-là. Et en fait, quand un groupe commençait une semaine sur l'AMTech directement, et ensuite enchaînait avec son bloc bas du corps, et inversement, la deuxième partie de ce groupe-là switchait en fait pour Ok. avoir la même charge. Et la semaine d'après, le groupe qui avait commencé passait en second et inversement pour essayer D'accord. d'avoir une continuité en permanence. Et le minimum Ok. de biais lié à la fatigue en fait. Mais normalement, il y a pas, il y a peu d'impact, même si dans les faits Tu, c'est possible, il y a peu d'impact entre le haut du corps et le bas du corps. tu travaillais comment? Tu travaillais sous forme de binôme? On travaille sous forme de binôme, voire même de trinôme. Ils étaient Ok. donc répartis par profil, donc taille, poids, poste. Voilà. Ok. Ça donne quoi en termes de timing pour passer En un moyenne, vélo pour faire les 3 x juste à toi? 3, sachant que dans un bloc, dans ce cas-là, on avait 3 exos, donc il faisait l'AMTEC et deux autres exos de renforcement du bas du corps, il ne faisait pas que l'AMTEC. Ok. Pendant la récup, il tournait sur autre chose. Exactement. Et donc, du coup, en fait, D'accord. au total, le bloc sur un quart d'heure, on pouvait faire passer tout. On Ok. pouvait faire passer trois sujets sur un quart d'heure. Donc, Et ils après, avaient un circuit de 3 exercices, exactement, à c'est peu ça. près. C'est ça. Qui, du Donc coup, quand ils... forcément, touchait pas la chaîne poste, hein. Ok, mais ils étaient sur les membres Ouais, sur autre chose. ouais, Ok, c'est ça. ça marche. Et donc, ça, c'est donc, voilà, pour le groupe AMTEC, groupe contrôle réalise exactement la même chose, mais sur un NHE conventionnel au poids de corps. Et enfin, avec ça, on a 2 fois par semaine, il y avait une intervention aussi d'une séance dite de course, puisque Ouais, on sait, et c'est prouvé scientifiquement, enfin la littérature va en ce sens en tout cas, de la meilleure prévention qui est des ischios et des blessures liées à la course, mais à la performance, en fait simplement c'est de sprinter. Aujourd'hui, c'est de travailler dans des zones de haute vitesse liées à de la course. Donc l'AMTEC, c'est comme tous les autres exercices d'assistance, c'est complémentaire tout à à la fait, course même. Mais la course, c'est une partie indissociable bien sûr. de la prévention et de la performance. Donc, nous, on a un volume de course qui est existant, quoi qu'il arrive par semaine, puisqu'on continue à faire cette étude à nouveau dans un cas réel. Et donc, j'avais pris le parti on en avait discuté ensemble, d'ajouter en fait et de standardiser une séance d'accélération et une séance de sprint. Donc, accélération sur 5, 10 et 15 mètres et une séance de sprint de 20, 25, 30 à minima, puisque au-delà, c'était pas forcément pertinent, puisque ça ressemblait pas à ce qu'on retrouvait dans le rugby. Et donc, l'idée, c'était pas d'ajouter une charge supplémentaire, mais c'était Mhm. de standardiser une charge minimale par semaine. Je Ok, m'explique. Vu que le volume tend à varier d'une semaine à l'autre avec les matchs en fonction des postes, si on joue, si on joue pas, de ce qu'on fait dans la semaine, etc., etc. Même si on a une tendance qui en découle, c'était intéressant donc de par les données GPS qu'on récoltait via ces médias-là et ce qui était dit dans la littérature scientifique vis-à-vis du volume de course qui était lié à la prévention et à la perte des ischios, c'était de trouver le juste milieu entre les deux, standardiser une charge qui était toujours la même. Comme ça, on savait et on pouvait isoler les effets de l'AMTEC tout en continuant à avoir un protocole et des séances mhm. d'entraînement qui étaient Bien sûr. réalisables sur le terrain. Donc c'était tout l'intérêt d'avoir choisi ça. Ouais, ouais. Une semaine de régénération et ensuite les post-tests. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur l'incrémentation
des volumes et des pourcentages de 1 RM. Donc je passe, ça c'est notre protocole donc, de standardisation de volume de course. Donc Quand tu mets flying, ouais, euh, t'étais équipé. sur le flying run, en fait, on a fait de manière très basique parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour pas rajouter de charge et pour pas continuer en fait à en rajouter au bout des entraînements, ils étaient intégrés directement dans les échauffements. En fait, ma volonté, c'était à nouveau, dans une volonté de gain de temps et d'efficience, c'était le mardi, donc une séance d'accélération, mercredi Amtech et jeudi vitesse max. Et l'intérêt, c'était de faire quelque chose de rapide et qui permettait de toucher ces zones de vitesse et ce volume sans en rajouter. Et donc, du coup, pour le flying run, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est on a fait une course lancée et on n'a pas cherché à rajouter plus de D'accord. matériel en plus. Ok. Et donc voilà, donc une séance d'accélération, 5, 10, 15 avec tous les objectifs, toujours dans une volonté de toucher l'axel max. Et Ouais. même chose pour la vitesse max sur des distances différentes, sachant que du coup, le volume total par semaine était d'environ 300 mètres euh, et que les deux groupes, du 300. coup, touchaient la même chose. Ok. Ça, c'était 300 mètres. C'était juste training, hein. Ouais, juste training, bien sûr. Ok. Juste Et training. tu peux nous donner ce que tu as à peu près ou en connaissance ou ce que tu avais à ce moment-là sur le match. Qu'est-ce que Sur, ça, sur, ça donne quoi comme quantité Eh de... ben, en fait, si tu veux, ça va dépendre fortement donc, des postes. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, on peut imaginer que la charge d'accélération pour les avants était plus importante que celle des trois quarts. Et à contrario, on avait plutôt des tendances à avoir des vitesses de nombre de mètres par match qui étaient supérieures chez les trois quarts. Et Euh, c'est par rapport à ces 300 de training en match, sur un match, tu situerais on- ces distances comment? alors, À certains postes, hein, à certains postes, si t'en as un en tête, hein. ouais, ouais, ouais. Là, par rapport à certains postes, par exemple, sur le volume d'accélération totale, on était à 135 mètres là en training et on se rapproche pas loin des 200, 250 pour un match CDF. Ok, Voilà, d'accord. pour des premières lignes. Après, ça dépend du temps de jeu, des profils. Enfin, Ouais, il y a tellement de ok, paramètres. bien sûr. C'est pour Ouais, ça que c'est toujours compliqué de donner des chiffres. ouais. Mais Surtout dans le rugby, ouais, surtout dans avec le tous les rugby postes, et surtout après en fonction, ouais, c'est même en fonction du plan de jeu, en bien fonction sûr. de, voilà, c'est pour ça que c'est difficile de donner des chiffres et qu'il y avait cette volonté de standardiser au maximum pour avoir en fait une référence. Voilà. Mais on était environ entre la volonté, c'était de tomber entre du 60, autour des 60% en fait au training pour être sûr qu'on tombait proche de la médiane par semaine. Ok. Donc, oui, non, 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 vas-y, non, ok. vas-y. Donc, du coup, voilà, petit schéma. Donc, le mardi, l'accélération, l'AMTEC et la vitesse max le jeudi. On passe donc Ah, au il y a- résultat. ça, il y en a qui vont être à l'écoute là. C'est la partie, ça y est. C'est bon. Donc, Mm. on est sur les résultats principaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a eu les étoiles, c'est l'effect size. Donc, on a eu des effect size importants sur F0, donc la force max horizontale, surtout chez le groupe Amtech. Même si le groupe contrôle a augmenté légèrement, en fait, quand j'ai fait le développement statistique, les résultats étaient pas significatifs. Donc, c'était significatif uniquement pour le groupe Amtech. Ok, Euh, on a la même chose donc sur la Pmax où on a des résultats qui sont super encourageants avec une vraie évolution entre les pré et les post-tests, à nouveau de manière significative par rapport au groupe contrôle. Là où ça a été un peu plus matière à discuter, c'est sur V0 et Vmax. En ouais. fait, je pense que c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Euh, Ouais, moi aussi, je me suis questionné sur ces résultats. Euh, ouais, il peut. Après, ça se tient aussi. Ça se tient aussi. C'est assez. Souvent, quand on progresse sur l'accélération, on a tendance à pas forcément le basculer sur la vitesse, ouais. ouais. Donc bon.
Ouais, je te laisse commenter, on va dire. Ouais, ouais, donc du coup, il y a plusieurs paramètres. C'est possible, donc du coup, comme tu viens de le dire, il y ait des difficultés en fait à transférer vers de la vitesse max. Il y a la possibilité aussi, tout simplement, c'est que les profils de force vitesse ont été faits en extérieur. Et lors des post-tests, c'est vrai que ben, on choisit pas toujours parce qu'on est un peu bloqué. C'est la problématique de faire une étude aussi proche du terrain. C'est que aussi d'un point de vue timing, ben, on n'a pas autant de souplesse parfois qu'on l'aimerait. Et donc du coup, les tests ont été réalisés une semaine où malheureusement à Montpellier, il y avait quand même pas mal de vent. Donc est-ce que ce vent était de trois quarts passe? Donc Ouais, est-ce que ça a pu aussi bien sûr. impacter? Et donc on Ouais, l'aurait pas vu tellement sur le facteur accélération. Mais une fois que ouais. le joueur aurait pris suffisamment de vitesse, est-ce que ça n'aurait pas été du coup cette contrainte-là qui aurait influencé ses résultats un peu négativement? Donc du coup, voilà, même si en fait c'est là où c'est tout l'intérêt, donc c'était là où je voulais en venir. En fait, quand on regarde sur la F0, donc on avait dit que même sur tous ces paramètres un peu de profitabilité, seul, hormis donc V0 et Vmax, hein, seul l'AMTech était significatif. Et on Ouais. voyait aussi, du coup, Donc ça, c'est intéressant. ouais, via le MBI, c'était surtout l'intérêt, est-ce que ça avait statistiquement possiblement un effet bénéfique ou pas? Et en fait, c'est là où on voit que c'est très intéressant, c'est que l'AMTech était toujours le plus bénéfique, en fait, En termes euh, d'effet. en termes Ouais. d'effet, alors que Ouais. les résultats n'étaient pas très clairs C'est vrai que là, si on regarde les faits, là, sur la Pmax et sur la F0. sur F0, on est à 0,6 Ouais, pour le groupe contrôle c'est ça. et on est à quasiment plus de 3 fois Ouais. l'effet. Mm, À presque un 9, c'est énorme. mm. C'est Ouais. un effet qui est très très significatif. Sachant qu'on est quand même sur un public qui est entraîné. On n'est pas sur un public sédentaire. On est quand même sur des joueurs de haut niveau. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est quand même Donc, on il a, se on passe a, quelque on chose. a, il se passe quelque chose. Effectivement, il y a une distinction. Ouais. Et on retrouve la même chose donc sur la Pmax. Et Ouais, après, voilà, c'est la problématique qu'on a eue pareil. sur V0 et Vmax. Ben, en fait, Ouais, ouais, ça suit la même tendance, ça- en fait. ouais, ouais, C'est juste que les résultats sont plutôt ouais. Mais, négatifs, mais ça suit la même tendance. ouais, ça me choque pas plus que ça que Hmm. V0 suive pas. Euh, ouais, parce que je te dis souvent, tu gagnes d'un côté, tu perds de l'autre. Et parce que l'approche est bah, cible plutôt ce côté accélération finalement. Ça va dans ce sens, j'imagine, hein. Oui, Et ouais, ça me choque pas plus que ça. Mais c'est ok. intéressant. Ouais, Mm, absolument. Donc, du coup, c'est mm, très positif. Et en fait, donc là, on va regarder maintenant la même chose sur le 30 mètres, donc sur ce qui se passe à l'intérieur du 30 mètres, 70, 15, 20. Et en fait, c'est là où, à nouveau, ça suit forcément la même logique, mais on a une baisse des temps de passage, donc c'est très positif. À nouveau, sur le groupe Amtech, sur 5, 10 et 15 mètres, sachant que c'est significatif pour les trois. Après, au-delà de 15 mètres, il y a pas de ouais, ouais. significativité. Bon, on voit il y a potentiellement quelque chose, mais que c'est plus flou. Et à nouveau, Ouais, quand on ouais, ouais. regarde les résultats et qu'on va regarder donc les possibles, enfin, les probabilités statistiques, c'est phénoménal. Sur un 5 mètres, c'est là où il y a le plus d'amélioration sur 5 et 10 mètres. Mm, mm. On est à 2,8 contre 1, quoi. Donc c'est monumental. Et Ouais, ouais. même si sur ce premier, du coup, on a constaté des améliorations en fait dans les deux groupes, et dans le groupe contrôle et dans le groupe Amtech. Mais là, ce qui Mm, fait la grosse différence, et c'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est que oui, on ne peut pas jeter à la poubelle le NHE classique, ah, conventionnel, bien et il a entendu, des effets. Mais bien c'est sûr. sur l'amplitude de ces effets. C'est Ben, ça qui c'est est ça. intéressant. En fait, toute l'approche de cette Amtech, hein, de cette technologie, c'était pas de se passer du nordique. Tout est parti de là, en fait. C'était l'intérêt de cet exercice, c'est de dire, ok, c'est top, mais il y a un potentiel énorme si on l'optimise. Complètement. Et bien entendu, si on peut faire du nordique classique et qu'on a que ça, bien entendu qu'il faut pas s'en priver. Là, tu le montres, hein, de toute manière que ça a un impact, Oui. mais moindre que si on l'optimise. Donc, Complètement. mm, mm, Et donc, du coup, et surtout là, ça marche sur les 5 mètres, mais beaucoup moins en fait sur des distances qui sont
un peu plus grandes, Ouais. donc 10, 15, Mais 20 mètres, on a des résultats pas clairs et qui sont en fait dans la même logique que cette amplitude de mouvement, enfin, ces étirements avec grande angulation de hanche, etc., qu'on a du mal bien à sûr, retrouver avec en fait un bien sûr, nordique, tout simplement. bien sûr. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que il faut aussi enfin, il faut aussi dire que le training a été ciblé sur de la force Oui, max absolument. excentrique Mm. et que voilà, on n'est pas sur un protocole isométrique, etc. Mais enfin bon, moi ce que je retiens, c'est que effectivement, ça donne de l'info pour les gens de terrain. Quelqu'un qui veut taper sur de la performance, ben, il va savoir que si il vient cibler ses ischio-jambiers en excentrique, en l'occurrence, sur de la force max, il y a de grandes chances que ça tape sur l'accélération Bien sûr. plus que sur. Voilà, Sur la il faut pas VMAX, ouais. qu'il cherche Non, non, à aller sur Vmax bien avec sûr. ce type d'approche. Absolument. Il y aura d'autres approches qu'on pourra limite évoquer si on veut taper sur les zéros. Absolument. Donc justement, Force Max et justement la comparative du coup excentrique et isométrique, donc ça fait bien la liaison entre les deux. On voit donc du coup que ça c'est Voilà. entre le membre gauche et le membre droit, donc c'est l'évolution de la Force Max unilatérale. On voit qu'on a une augmentation dans les deux cas. Donc ça c'est assez intéressant. À nouveau, on a une grosse significativité sur le groupe Abtech. C'est pas le Bien cas sur sûr, le groupe contrôle. bien Par sûr. contre, là où du coup c'était l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de projeter un peu et de faire des tests isométriques, même si au final on ne l'avait pas Mm. entraîné sur le protocole d'intervention, voir s'il y avait des impacts. Ouais. Bon, bah, on va pas Ben, dire sans surprise parce qu'il y aurait pu en avoir, ouais, ouais. mais il n'y en a pas eu. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Moi, c'était Une de une tes réponse demandes, que ouais, j'attendais. absolument. Ouais. Et je voulais effectivement pouvoir savoir, voilà, savoir si en tapant sur l'excentrique max, j'allais modifier la variable isométrique. Et effectivement, on voit que voilà, ça tape pas forcément sur les deux variables. Non. Si on fait un focus sur l'excentrique, bah, l'isométrique sera un peu épargné. Et c'est intéressant finalement. C'est intéressant dans une logique d'individualisation. Ouais. Lorsqu'on est dans une logique de profil neuromusculaire et qu'on voudrait moduler un petit peu notre profil, si on voudrait bah, gagner en excentrique sans forcément ramener toujours l'isométrique au même niveau pour modifier nos ratios et nos relations, bah, du coup voilà, ça nous dit que ça peut se faire. Si on tape l'excentrique, du coup, on, on pourra moduler notre profil. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'attendais et c'est hyper intéressant. Ouais, et ça va dans le même sens que ce qu'on avait échangé quand tu étais venu sur le fait que, voilà, à terme, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de devenir plus fort en excentrique qu'en isométrie, là où aujourd'hui, sur les cas des joueurs que moi j'ai pu avoir, on est plutôt sur un ratio qui tend à du coup être plus fort en iso qu'en excentrique, ou alors qui s'en rapproche, mais on n'a pas des différences qui sont Ouais, x2. exact. Du coup, à terme, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir toucher un versant sans toucher l'autre. Et donc, à nouveau, voilà, dernier petit tableau sur les résultats dans la même veine des traitements qu'on a vu juste avant. Où on voit que, bien sûr, il y a des effets. Alors là, c'est là où c'est intéressant aussi. C'est que tant le groupe contrôle que le groupe Amtech ont amélioré leur charge sur le 1RM. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, à nouveau, c'est ce qu'on a vu avant. C'est pas parce que j'ai amélioré ma charge que ça se transfère aussi bien. Tout à fait. Donc, Ouais, donc c'est ça qui est intéressant. Si on avait regardé que tout à fait. cette Ouais, évolution-là, et ben en fait, ouais, peut-être qu'on aurait dit, bah, il n'y a pas spécialement d'intérêt, mais parce qu'on n'aurait exactement. pas. Au final, c'était tout l'intérêt de ce truc-là. C'est de dire, oui, j'ai augmenté, mais Est-ce au-delà que de ça sert juste le à... poids, voilà, ça, au-delà du moyen, est-ce que je le transfère sur le terrain, quoi. Ouais, exactement. Et c'est là où les cinématiques rentrent en jeu et sont importantes. C'est Absolument. que la spécificité du geste, c'est une loi hein, en physiologie hein, de l'entraînement. Et effectivement, il faut s'en rapprocher. Et on comprend assez vite que travailler de façon bilatérale, euh,
ces ischios avec une hanche qui ne bouge pas au cours du mouvement, c'est très loin du terrain. Ouais, complètement. Voilà, sur le terrain, ben voilà, on va avoir une hanche qui bouge à chaque instant au cours de la phase de sprint, et on a cette relation hanche-genou qu'on arrive à faire justement sur l'Amtech. Et effectivement, j'imagine que ce pattern d'activation des ischios au cours de l'effort et aussi cette intensité qui monte pas de façon linéaire lorsqu'on a une cinématique biarticulaire, mais qui monte plutôt de façon, comment dire, ouais, proportionnelle au début, puis sous forme de plateau à la fin, qui Mhm. représente bien ce qui se passe en termes de contraintes des ischios au cours de justement de cette phase de head swing. Je pense pour une grande part, peut expliquer en tout cas ces différences d'efficacité. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, sur la force max, donc 45 degrés, donc c'est toujours sur le même exercice, mais sur la, donc du coup 45 degrés mécanique, qui correspond donc aux Ouais, 30 degrés de genou ouais, biologique, ouais. là où il y a le plus de tension lors du cycle. Et ben on voit à nouveau que c'est tout l'intérêt en fait. On a des résultats qui sont vraiment intéressants avec l'Amtech, là où il y a des résultats qui sont vraiment triviaux sur le groupe contrôle. Ouais. Donc, Ah, on voit les effets de taille, ouais. ouais. Donc Ouais, pardon, vas-y. c'est quand même. Ouais, ouais, non, je regarde là 1,18 Ouais, par rapport à 0 à 43. Bon, voilà. ouais, il y a pas. On est à 3 fois. C'est ça. On est Et quasiment à 3 fois l'effet. Et sachant que quand on a un effet de 1, quand même, on est très, très significatif. Ouais. donc, du coup, voilà. Et à nouveau, en fait, ça fait le parallèle avec le résultat qu'on a juste au-dessus. Si on Ouais, avait observé juste de la charge, ouais, bah, c'est pas la même chose. Je peux avoir augmenté mon 1RM, mais qu'est-ce qui se passe dans ouais, ce 1RM? Bah, au final, ouais, c'est à la même manière que le profil force vitesse. Sur 30 mètres, il peut se passer plein de choses de différentes. Et dans bien 1RM, sûr, il peut se passer plein de choses de différentes. Et là, du coup, bien on a sûr. une amélioration à l'angulation où la tension lors Et, du cycle est maximum. Donc, c'est mm. plutôt Et je positif. pense, voilà. Et du coup, on recoupe le côté. Alors, enfin, on est toujours en lien avec la performance de toute Oui, manière. Parce que si on est capable de répéter de façon confortable ces sprints, bien sûr. du coup, on est performant. Mais effectivement, là, du coup, ça montre que, ok, on a gagné en accélération, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas protégé à haute vélocité. Absolument. Et donc, c'est gagnant-gagnant, je dirais. Ouais. Mm. Complètement. Ça touche les deux versants. Ouais, On est on est dans le vrai. ouais, Et après, sur le couple de force maximale unilatérale, donc à nouveau, comparaison gauche-droite, on voit qu'on a un couple qui s'est amélioré. Et donc, on a un effet aussi d'un point de vue unilatéral. Alors, ça paraît logique quand on se dit qu'on n'entraîne qu'une jambe par une jambe. Mais au final, c'est aussi tout l'intérêt de cette méthodologie-là qu'on ne retrouve pas sur un NHE conventionnel. Voilà, c'est aussi d'un point de vue prévention très positif. mm. Et pour terminer, donc ça c'était sur les différences et sur l'isométrique. Donc la différence de force max isométrique entre gauche et droite, et ben en fait on a des résultats qui sont peu clairs. Mhm. On ne peut Ouais, pas ouais, tirer de conclusion réelle quant à l'isométrie. Par contre, un ouais, truc ouais, assez intéressant, c'est sur les différences des déséquilibres gauche-droite, donc à 45 degrés, où on a ouais. potentiellement un effet intéressant sur le groupe Amtech, là où on n'avait aucune certitude sur le groupe contrôle. Ouais, ça Donc, c'est intéressant, ouais, ça je pense on peut en parler. ouais, Effectivement, il y en a beaucoup qui se posent la question de l'intérêt ou pas du bilatéral, du unilatéral. Et effectivement, là-dessus, il y a également un intérêt à être en uni, et tu le montres avec tes travaux, c'est que tu rattrapes mieux oui, les déséquilibres droite-gauche hein, en travaillant de façon isolée, droite et gauche, plutôt que les deux jambes en même temps. Donc ça, c'est une donnée aussi qui est pour moi, enfin pour tout le monde, hein, mais qui est importante, quoi. mais ouais, complètement. Et autant ça peut paraître, enfin, en tant que prépa et tout, ça paraît logique de se dire, bah voilà, oui, Ouais, forcément, je vais ouais, ouais, améliorer et réduire mes déficits unilatéraux en faisant de l'unilatéral. Mais là où c'est plus compliqué, c'est faire de l'unilatéral proche de la force max.
Ouais. C'est ça qui est très compliqué à mettre en Et place. puis, souvent, il y a un discours aussi qui traîne des fois, Bien sûr. qui est pas forcément celui auquel on pense, hein, mais ouais, pour éviter de créer justement encore plus de De déséquilibre, déséquilibre, oui, bien sûr. je fais les deux jambes en même temps. Ce qui Et, est délirant au final, et là, on montre que ben non, c'est pas la bonne approche. pas du tout. Si on a des inhibitions qui traînent d'un côté, par exemple, suite à une Oui, lésion voilà, précédente ou quoi, euh, ben, si on les travaille en bi, on risque de ne pas désinhiber justement. Donc, pour lever les inhibitions, l'unilatéral est quand même la voie prioritaire, quoi. absolument. Et puis, ben, à nouveau, toujours, en fait, ça fait la boucle avec un peu le petit topo que je faisais au tout début de notre échange. C'est être fort et être performant dans des zones les plus critiques. Et donc, du coup, pour Mm. ça, eh ben, il faut se rapprocher au maximum de Ouais, la force max. Quand on court, bien sûr, au final, sur un bien sûr, cycle, on est sur une jambe et dans un effort à haute vélocité avec des forces bien sûr, appliquées qui sont colossales. bien sûr. Donc, pourquoi ne pas Et, reproduire ces choses-là? et d'autant plus avec des hauts niveaux, Hmm, je dirais, parce qu'ils ont l'habitude de développer absolument. Ah des, oui, des- complètement. des- de la force en séance, hein, en salle, hein. Et donc, ils peuvent avoir des forces monumentales. Hmm. Et du coup, ils peuvent l'exprimer dans un geste. Et ils se mettent encore plus en danger que quelqu'un de lambda qui serait faible surtout, qui Ouais. n'aurait pas cette expression de force. Donc eux, ils expriment tellement de force qu'il suffit que sur un petit secteur, ils n'aient pas la capacité à tenir ce qu'ils ont exprimé en amont. Et puis là, c'est catastrophique, hein. Absolument. Et ça Mm. c'est côté version, du coup, versant prévention. Et même on peut pousser plus loin en disant que même du Ouais, coup, versant performance, on peut pas être plus fort que son maillon le plus faible. Donc, c'est bien tout à fait. d'exprimer des C'est niveaux de ça, force exactement. super. Mais si je suis pas capable et que j'ai pas Ouais, la possibilité tout à sur toute fait. la chaîne de le transférer, ben, en fait, j'optimise jamais mon potentiel. Et, C'est ça. et c'est super dommage, quoi. Et ça, tu fais bien d'en parler, parce que c'est un truc justement qui me tient à cœur, et souvent je finis mes présentations là-dessus. Et on a tendance des fois à se créer soi-même nos problèmes. Ouais. On développe la chaîne de performance à outrance, et des fois on occulte le maillon faible, comme tu dis. Et ben, le maillon faible sur le sprint, par exemple, ben, c'est la chaîne poste, ben, c'est les ischios, hein. Ouais, complètement. On voit, et souvent, voilà, donc il faut pas oublier que le maillon le plus faible, hein, la chaîne poste, doit pouvoir encaisser ce que la chaîne motrice est capable de développer. Ouais, tout à fait. Et juste, Pardon. Ouais. si tu peux nous dire comment ont ressenti tes joueurs ces 6 semaines. Est-ce que vous avez échangé un petit peu? Est-ce que tu as eu des retours en bien, de bonnes sensations? Ou est-ce que, au contraire, ouais, c'était trop, j'étais saturé? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Alors, ça s'est vécu tout ça? on va dire que ça se découpe en plusieurs phases et bien sûr, comme toujours, c'est assez un terrain individuel, hein. Il y a des mecs qui Ouais, l'ont très bien ressenti et d'autres plus difficilement, mais comme n'importe quelle méthode. On va bien dire sûr. que découpé en trois parties, tout ce protocole, on va dire que sur la première partie, ils étaient, une fois qu'ils ont en fait été en découverte de la machine, ils ont aussi été en découverte d'eux-mêmes en fait. Ouais, Et ouais, ils ont carrément. énormément sous-estimé leur potentiel. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler, donc du coup avec au début c'était des charges qui étaient relativement progressives, donc tout se passait bien, mais quand on a commencé à charger un peu plus, il est arrivé donc il y a des mecs qui sentaient des tensions, travailler les ischios, surtout dans la position de l'abdex, c'est pas forcément très agréable. Donc du Mhm. coup, il y avait une sorte d'appréhension. Voilà. Donc on a fait les choses progressivement. Et dans cette deuxième partie-là, ça s'est beaucoup décanté. Autant sur la première, beaucoup de courbatures. Du coup, Ouais, les mecs étaient assez, voilà, ils mettaient le pied sur le frein, ils disaient bon, on va y aller tranquille. Surtout dans un ouais. cadre en saison où il faut jouer le week-end. Donc Mm. voilà, puisque ce Mais qui ce qui est, dicte tout, c'est la ouais, performance le week-end, hein. ouais, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagissent des joueurs qui ont l'habitude de passer du temps en salle, Ah oui, complètement, parce que on met ces avec mecs-là, on voilà, met, avec des charges très c'est importantes. ça, Et du coup, le message que je voulais, voilà, faire passer, c'était de dire, c'est pas parce que ce sont des personnes de haut niveau
il faut les prendre comme des débutants Ah, sur cette approche-là. complètement. Et ils sont débutants pour beaucoup. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on peut mettre les mêmes mecs sur des exercices comme du soulevé de terre, etc. Ils vont charger comme des mules, Ouais, mais ils le feront pas sur l'Amtech. Parce que exactement. c'est juste une question en fait d'éducation et de culture. Aujourd'hui, la chaîne Post, en tout cas, c'est des discours qui reviennent très souvent. Même moi, Mm. je les ai prêchés. C'est voilà, il faut faire attention, il faut être précautionneux, on fait du renfort, on fait quelque chose. Et au Ouais, final, ouais. on les entraîne pas autant qu'on devrait les entraîner d'un point de vue performance. Et donc, du coup, il y a eu toute Mhm, cette première période d'adaptation. La seconde, on a vraiment été dans l'entraînement, où là, les mecs ont mhm. commencé à accepter. Ils ont vu que leur corps, bah, comme toujours, s'adapte. Ah ouais, bien sûr. Ils sont capables d'aller chercher des ranges beaucoup plus élevés. Ils ont plus ces douleurs en fin de flexion, sur les derniers Ouais, degrés de liberté. Ils commencent à charger, ils prennent conscience, ils deviennent autonomes. Et souvent, quand un joueur de ce niveau-là ouais, devient autonome, c'est que ouais, c'est gagné. Ouais. ouais, c'est gagné parce qu'en fait, il, Mm. il s'approprie le protocole et donc on est sûr que ça va bien se passer. C'est exactement ce qui va se faire la troisième partie, c'est-à-dire la performance. Et donc, Ouais, bah, il y a deux, trois vidéos après où il y a des mecs, on est parti, enfin, je me souviens, on est quand même parti de rien, sans charge, ouais, ouais, avec des ouais, pistons ouais. pour assister. Et à la Avec fin, une peur, ouais, j'imagine, une appréhension absolument. incroyable. Voilà, je sens mes ischio-jambiers. Ouais, c'est ça. Et puis, on a vraiment la sensation au début, quand on n'est pas Ils découvrent, habitué, ouais, ils ouais, c'est découvrent. ça. Et la Mm. sensation, le retour qu'ils avaient, c'est la première fois. Ils ont l'impression que leur ischio, il tire et C'est qu'il ça. qu'il va se Ouais, ouais. déchirer, alors que pas Ils du savent tout. pas que ça peut tenir, ouais, C'est tout à ça. fait. Donc, Ah ouais, c'est c'est cool. c'est hyper intéressant. Ok. Non, mais c'est cool. Pour finir, donc juste à proprement parler sur l'étude, c'était les limites. Donc voilà, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est toujours la problématique, c'est le nombre de sujets. Maintenant, Ouais, avec un Amtech en saison, sachant qu'il faut traiter tous les autres pôles, c'est pas forcément tous les autres pôles de la performance, je parle. bien sûr. Et plus le spécifique rugby, puisqu'avant tout, c'est le joueur de rugby. C'est compliqué. Bien sûr. Euh, donc, bon, on vient d'en parler, donc l'expérience sur l'Amtech aussi qui peut jouer notamment sur la première phase. Et aussi, bah, Mhm. il faut prendre en compte, c'est tout le volume d'entraînement qui est autour de ça, puisque Eh oui, on ne fait pas que de l'entraînement bien sûr. de chaîne poste. Donc, il faut aussi organiser sa semaine de cette manière-là et pas oublier donc l'impact du volume d'entraînement et aussi la charge qui est induite par l'Amtech du coup. Ouais, Euh, et après, bon, bah, on l'a vu, peut-être aussi ces conditions climatiques lors du profil ouais, force vitesse, même si c'est pas forcément la seule raison qui pourrait expliquer tout ça, mais ouais, bon, ouais. c'est à prendre en compte. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Pour, oui, Vas-y, vas-y. je conclus. Donc, le protocole Amtech, il a permis d'améliorer significativement donc, les paramètres F0 et Pmax. Donc, ça, c'est très intéressant. Permis aussi d'améliorer les performances d'accélération sur un sprint de 30 mètres en réduisant le temps de passage tous les 5 mètres, notamment et particulièrement sur 5, 10 et 15. Ouais, Que la modalité Amtech optimise significativement les composantes de force max excentrique unilatérale en comparaison du coup à notre groupe contrôle. Mais il n'a pas montré plus d'avantages que le NH traditionnel sur les composantes de force maximale isométrique et explosive, puisque j'avais testé donc, via le test de seconde aussi ouais, le 0-100 millisecondes. ok. Et il peut être utilisé dans le cadre de la prévention des blessures, pour le versant prévention des blessures aux ischios, en réduisant significativement les déséquilibres Ouais, unilatéraux euh, ouais, ouais, entre bah les là, joueurs. tu rejoins la littérature. Ouais, Là, ça, il y en a eu des tas qui montraient bah, que si tu augmentais ta force excentrique, tu allais dans le bon sens, quoi. Ok. Bah voilà, écoute, c'est super. Je pense que c'était super intéressant. ouais, J'espère que totalement. ceux qui regarderont cette vidéo seront d'accord avec ça. Euh, Si tu veux montrer Ouais, les vidéos. une vidéo pour qu'ils voient un petit peu ce que tu as mis en place sur le terrain, bah Donc vas-y, hein. voilà, ça c'est typiquement, c'est une vidéo d'un athlète. On était, je crois, en semaine au milieu du protocole à peu près. Donc là, il est à 45 kilos en Ok. charge progressive, donc il est proche de 90%. Et c'est assez intéressant de voir comment il fonctionne. Mm. Donc il a son rétrofeedback juste en face de lui, en suivant sa jauge, sa force. Le mec est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il savait la charge qu'il devait faire. Et ensuite, il réalise donc sa série bien jusqu'au bout. Et Ok. il y a vraiment de la tension pour le coup là. Ah ouais. Donc là, on voit bien, voilà, au cours de la descente, on voit la hanche qui se Ouais, redresse. complètement.
termes de cinématique, voilà, donc une chambre Et, avec une. et là, typiquement, ce qui va se passer, bon, on va le voir de suite. Là, il n'y arrive plus. Hop, et on voit que ça lâche, Et ouais, donc tout voilà, à et en fait. fait, c'est ça que les mecs avaient peur au début. Et Mhm. c'est-à-dire que le moment où on a plus de force, enfin, on n'est plus capable d'exprimer la force nécessaire, ils avaient peur que ça pète. Mais en fait, ça peut Ouais, pas. C'est comme n'importe quel non. autre muscle, Du contraction moment où des antagonistes et je tombe sur c'est la du peau, quoi. moment où tu n'es plus capable de. Ouais, tout à fait. Donc Oh, c'est un exemple imagé. Voilà. ouais. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour le temps que tu as pris pour présenter tout ça. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite bah, une bonne saison. Merci. Euh, j'ai cru comprendre que c'était bien, ça avait bien commencé. Ça a pas trop mal commencé, ça va, ouais. Ouais. Donc, Pourvu que ça dure. voilà, je vous souhaite une bonne saison. Et puis, ceux qui regardent la vidéo, bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, on pourra y répondre, on pourra apporter plus d'informations. Ok, bah écoutez, je vous remercie.